démarrage de la TPase6. Donc on est vraiment à l'inverse du génome nucléaire, dans une compacité incroyable, dans une densité génomique d'informations génétiques, à telle enseigne qu'il n'y a pas d'intron, un seul transcrit, et du chevauchement des transcrits sur les deux brins, et du chevauchement génétique. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mutation de cette région-là, elle va vous donner un déficit multiple de 2 protéines. Et ça, c'est un exemple qu'on n'a pas tellement dans le génome nucléaire, qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'a pas tellement. C'est une altération génomique qui vous donnerait en même temps l'anomalie de 2 protéines. Ça existe pour les délétions, bien sûr. Si vous avez ce qu'on appelle un syndrome de gènes contigus, vous avez une délétion qui emporte 2, 3, 10 gènes, et vous avez la somme des phénotypes. Mais en termes de mutation ponctuelle, ça existe très peu, alors que dans le génome mitochondrial, cela existe. Donc des phases de lecture chevauchantes, un ADN circulaire, de petite taille, compact, 2 brins transcrits, que des protéines participant à la chaîne respiratoire. Le dernier truc, c'est que le code génétique, on ne le sait pas beaucoup ça, le code génétique mitochondrial n'est pas tout à fait le même que le code nucléaire. Les ARN de transfert n'obéissent pas tout à fait aux mêmes règles. Je ne vais pas vous donner en quoi et en qui, mais dans ce schéma, vous avez la signification du génome nucléaire, qui est, je crois, en violet, pour la traduction de chaque codon. Eh bien, ce n'est pas toujours la même chose pour le génome mitochondrial, et certains codons n'existent pas dans le génome mitochondrial, avec des aléas de traduction un petit peu différents. Donc on peut pas, il y a un code un peu original, légèrement déviant du génome nucléaire. Peut-être plus important que cette dernière remarque, c'est un autre chapitre qui est la transmission de l'ADN mitochondrial. Et si on peut essayer de remonter à Ève originelle, c'est que la transmission de l'ADN mitochondrial est originale. Elle est originale d'abord dans sa transmission mitotique. Quand une cellule se divise, équipée de 4 mitochondries, dont l'une aurait un variant ou une mutation, je ne sais pas, mais une différence par rapport à la référence, exactement même nomenclature que pour le génome nucléaire, eh bien, on peut s'attendre alors à avoir des produits de cette division qui soient, si on a affaire ici à une cellule souche, à des produits assez variés, où on va trouver une cellule hétéroplasmique, comme celle-là, c'est-à-dire où coexistent, c'est la définition des molécules d'ADN mitochondrial de nature différente, hétéroplasmie. Et voici 3 cellules filles qui sont hétéroplasmiques, mais avec un dosage un petit peu différent. Vous allez là avoir beaucoup de molécules rouges et là très peu. Ou au contraire, des cellules homoplasmiques pour la molécule sauvage standard d'ADN mitochondrial, et à l'inverse, des cellules filles homoplasmiques pour la molécule mutante. Et ce simple schéma-là vous dit que l'hétéroplasmie à la ségrégation mitotique dans la mitose de l'ADN mitochondrial, variation contre sauvage, mutation contre sauvage, est une explication très naturelle de la variabilité du phénotype de ces enfants et adultes atteints de mutation de l'ADN mitochondrial. Évidemment qu'ils n'ont pas la même chose, évidemment qu'ils n'ont même pas la même chose au cours de leur propre vie, et que des symptômes vont pouvoir apparaître par hétéroplasmie, et que des symptômes vont pouvoir disparaître par hétéroplasmie. On voit, c'est plus rare malheureusement, mais on voit des corrections de symptômes. Un enfant qui démarre sa vie avec une myocardiopathie, une atteinte du muscle cardiaque, puis vous faites l'écho à 1 an, 2 ans, on dit « oh là là, il va falloir le transplanter », et puis à 3 ans, on dit « oh là là, le cœur va mieux », et puis à 5 ans, vous n'avez plus de traces de la myocardiopathie. C'est rare, mais ça existe. On a vu plusieurs enfants comme ça. C'est probablement qu'il y a une espèce de bénéfice d'avantage sélectif à l'homoplasmie pour la ségrégation mitotique des molécules normales. C'est vrai pour je viens de vous le dire, pour le cœur, c'est vrai pour la peau, et on va observer ici, c'est vrai pour le muscle, c'est vrai pour tous les organes, des personnes qui sont, alors on pourra utiliser le terme mosaïque, on ne l'utilise pas dans cette circonstance parce que c'est plutôt réservé au génome nucléaire, que ce soit des variations constitutives, mutations
ou des variations fonctionnelles, inactivation de l'X par exemple. Donc on n'utilise pas le terme de mosaïque, mais le terme d'hétéroplasmie pour dire que certaines personnes vont avoir en patchwork dans l'organisme, ici sur la peau, une atteinte par maladie mitochondriale en fonction du dosage, du titrage de molécules d'ADN normales par rapport aux molécules d'ADN mutantes. Le deuxième grand chapitre d'originalité de l'ADN mitochondrial qui nous menait à Ève, ou devrait nous mener à Ève, c'est sa transmission maternelle exclusive. Alors ce n'est pas du tout que les spermatozoïdes sont dépourvus de mitochondries, ils sont au contraire bourrés de mitochondries. Une cellule extrêmement énergétique, très sympathique d'ailleurs, qui fonce avec un objectif unique, et donc qui doit être consomme énormément d'ATP. Donc les spermatozoïdes sont bourrés de mitochondries, mais ils les abandonnent au moment de la fécondation, et seule la tête du spermatozoïde féconde et entre dans l'ovule, abandonnant le premier étage de la fusée qui est bourré de mitochondries. Donc le zygote fécondé n'a pour mitochondries que les mitochondries maternelles. C'est une règle très, très classique, très respectée en clinique, et qui donne des arbres généalogiques théoriques d'hérédité mitochondriale qui sont assez déconcertants, parce que l'idée de ces arbres, c'est toute personne qui descend d'une femme ayant quelques molécules d'ADN mitochondrial mutantes aura quelques molécules d'ADN mitochondrial mutantes. Je traduis, tous les enfants d'une femme atteinte seront atteints, alors que dans la même famille, les descendants des hommes atteints sont indemnes parce qu'ils ont reçu l'ADN mitochondrial de leur mère, qui ne fait pas partie de la famille. Donc voici ces drôles d'arbres où à une génération, c'est un arbre théorique, bien sûr, il n'existe pas, mais je vais vous montrer un vrai arbre dans une seconde, vous allez voir, c'est tout à fait ça. Voici 6 enfants descendants d'une maman qui a une maladie de la chaîne respiratoire mitochondriale par mutation de l'ADN mitochondrial. Elle a donné cette mutation à tous ses enfants, qu'ils soient filles ou garçons. Ce n'est pas le sexe de l'enfant receveur qui compte, c'est le sexe du parent transmetteur. Et seules les filles ont alors transmis l'ADN mitochondrial à leurs enfants, alors que ces 3 garçons ici, ici et ici, ont des enfants en parfaite santé. Ils ont l'ADN mitochondrial de leur mère, indemne. C'est clair ça? Alors ce schéma, je vous ai dit, il est théorique. Pourquoi il est théorique? Parce qu'il est très alimentaire du point de vue de l'expression de la maladie. Là, j'ai mis une femme atteinte, tout le monde est atteint dans sa descendance, pareil pour les enfants atteints, et les garçons, c'est 0. Alors que les garçons ont une descendance indemne, oui, ça c'est 0, c'est vrai. Mais que toutes les personnes soient atteintes de la même manière, ah non, hétéroplasmie, et donc vous allez avoir chez ces 4 enfants de cette maman atteinte une variabilité d'expression du phénotype, et je crois que c'est... non, c'est pas là, mais je vais vous montrer un arbre généalogique, lui, véridique, qui vous montre l'extraordinaire variabilité d'expression de ces maladies de l'ADN mitochondrial. Alors je vous parlais de Ève, on est sans remonter jusqu'à Mathusalem, l'ADN mitochondrial est très utilisé en médecine légale et aussi en histoire médicale et en histoire tout court. Vous savez qu'il y a une dame qui s'était prétendue descendante du tsar, de Nicolas. Je suis la princesse Anastasia. C'est une dame qui était, je crois, en Belgique. Et l'idée, c'était qu'elle avait survécu au massacre d'Ekaterinenburg et que la princesse Anastasia avait été épargnée ou avait pu s'échapper. Et donc, elle se présentait tsarine de toutes les Russies. Et il a pu être montré que cette dame n'avait pas du tout l'ADN mitochondrial qui la rattachait à sa mère, la tsarine Alexandra, morte dans ces circonstances. Mais la tsarine Alexandra, morte dans ces circonstances, elle est... alors, elle est plus dans... Ils ne sont plus à Ekaterinbourg dans la fosse, ils ont été exhumés par Poutine, je crois. Ils sont à Saint-Pétersbourg, là où ils doivent être. Bref,
Mais on peut plus la prélever. Et alors, c'est l'intérêt des familles régnantes d'Europe, c'est qu'on a prélevé le petit-petit-neveu. Le petit-petit-neveu, c'est Monsieur Élisabeth, c'est le prince de Philippe d'Édimbourg. Et un beau jour, des chercheurs, des historiens, généticiens historiens, sont allés prélever Philippe d'Édimbourg à Buckingham. On a dit donc, Majesté, ou je ne sais pas comment on l'appelle, prince, vous ne donneriez pas un tout petit bout d'ADN parce que c'est très intéressant. Vous devez avoir absolument le même équipement mitochondrial ADN que Anastasia, et on va vérifier si cette Anastasia est la vraie. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait, et ça a pu être montré tout à fait bien. Et cette dame est une impostrice, on dit impostrice, est une impostrice, et depuis on a retrouvé les 7 malheureux cadavres dans la fosse, etc. Donc on peut se servir de ça pour faire de l'histoire de cette manière-là. Et l'affaire Romanov a été réglée par l'ADN mitochondrial, comme l'affaire de Louis XVII, l'enfant du Temple. On a bien pu montrer la même chose en mettant à profit les descendants de Louis XVI. Bien. La clinique des maladies mitochondriales. C'était la pause. Hein. Oui, oui. Ah bah oui. Rien ne se perd. Alors, la clinique des maladies... Non, on va aller vite. Alors, la clinique, bah, c'est pas très compliqué. Vous allez retenir ça aussi. Hein. N'importe quel organe, n'importe quel tissu, n'importe quel âge. Facile. Alors, il y a quand même quelques règles. Il y a quelques indices. Oui, il y a des organes qui sont plus atteints dans les maladies mitochondriales. C'est naturellement les organes les plus énergétiques, je vous en ai parlé. Cerveau, donc des maladies du système nerveux, des ataxies, des hypotonies, des maladies de la substance blanche du cerveau, des myoclonies, des encéphalopathies épileptiques. Le cœur, avec des cardiomyopathies et des blocs atrioventriculaires, auriculoventriculaires, pardon, en français. Donc vous pouvez souligner l'atteinte du système nerveux, souligner l'atteinte du cœur, souligner l'atteinte du foie, qui est assez classique, une insuffisance hépatique, une maladie du foie. Et puis, souligner enfin, toujours très énergétique, le muscle, avec des myopathies mitochondriales, des atrophies musculaires, des intolérances à l'effort, système nerveux, cœur, muscle et foie. Le deuxième grand thème qu'il faut avoir en tête, c'est sensoriel. Des surdités mitochondriales et des cécités par rétinite pigmentaire, par atrophie optique ou par anomalie du muscle oculaire, des muscles oculomoteurs. Je crois que si vous retenez ça, vous avez retenu l'essentiel de ce que peuvent donner les maladies mitochondriales. La difficulté, c'est la combinatoire entre ces différents symptômes avec une personne qui va avoir une atrophie optique et une myoclonie, qui va avoir une atteinte musculaire et une myocardiopathie, etc. Et c'est vrai qu'on va alors avoir des présentations cliniques extrêmement variables et parfois déroutantes. Quand c'est au sein d'une famille où l'on sait que cette maladie s'égrège, les choses sont simples, mais quand c'est chez une personne un cas sporadique, le terme existe aussi ici, c'est difficile. 3 cas vécus dans le service, 3 enfants, AH, cas sporadique, ptosis, atteinte de l'oculomotricité. Notez pas, c'est pas par cœur, c'est des exemples de cliniques, hein, c'est le staff du service. Hein. Tous les mardis soirs, pour ceux qui viendront un jour dans le service, vous verrez ça. Ptosis, hypotonie, atteinte centrale cérébrale, surdité, retard de croissance. La logique entre tout ça n'est pas du tout physiopathologique, n'est pas physiologique, elle n'est pas biochimique, si elle est biochimique, elle est la chaîne respiratoire mitochondriale déficitaire dans le cerveau, dans le muscle et pour la croissance et le sensoriel. Un enfant décédé d'épilepsie avec retard psychomoteur, atteinte hépatique. Un enfant décédé d'atteinte digestive sévère, diarrhée chronique, anémie, myocardiopathie. Diarrhée, anémie, on peut voir des mécanismes, mais une atteinte du muscle cardiaque qui coexiste avec une diarrhée chronique, ça c'est pas évident du point de vue embryologique, du point de vue fonctionnel. La chaîne respiratoire peut expliquer ce genre de choses. Et si l'on parle, attention, si l'on parle de cytopathie mitochondriale, donc d'anomalie de la chaîne respiratoire, et pas d'anomalie de l'ADN mitochondrial, évidemment que ça peut être une hérédité maternelle, mais tous les autres modes d'hérédité peuvent être concernés, puisque la chaîne respiratoire a un codage majoritairement nucléaire. Donc il y a des maladies sporadiques par mutation nouvelle, des maladies dominantes, récessives ou liées à l'X, comme les autres, si j'ose dire. Comme ces enfants
dis ces enfants parce que ça se manifeste souvent dans l'enfance, mais c'est aussi un petit biais d'observation chez nous, parce qu'on travaille dans un hôpital d'enfants. Comme ces enfants, mais aussi ces adultes ont des difficultés pour le diagnostic, tout simplement aboutir au diagnostic de la maladie, il y a des tests biochimiques qui peuvent laisser pressentir qu'on a affaire à une anomalie de la chaîne respiratoire. Et un des tests classiques, c'est l'étude du lactate dans le plasma, de la lactatémie, qui, puisqu'il y a un blocage de la chaîne respiratoire, va traduire une proportion de glycolyse anaérobie supérieure à la glycolyse aérobie et qui va donc augmenter le lactate dans le sang, de la même manière que les rapports d'oxydoréduction à l'intérieur de la mitochondrie, vous verrez ça en biochimie, sont inversés. Et ces tests-là peuvent donner des éléments